19h. C'est un projet expérimental qui propose une approche singulière de la création sonore et visuelle. On explore la convergence entre les genres musicaux, la poésie sonore et les arts visuels. Encore bienvenue et suivez le flux. Aujourd'hui, nous sommes endormis. Stéphane Rosière est un poète, novelliste et romancier. On peut lire ses poèmes en ligne sur le site de la revue Nouvelle Donne ou Onufrius. Ou acheter les derniers numéros du Cafard hérétique 17, 19, 20 et 21, où sont publiées nouvelles et poèmes. Le papillon nu. Quittant résolument le confort des États-Unis où il avait vécu durant 6 ans, György Faludi rentra à Budapest, sa ville natale, en mai 1946. Le poète, dont le nom était monté au firmament de la littérature hongroise durant l'entre-deux-guerres, se languissait de son pays et surtout de sa langue. Ainsi prit-il congé sans regret des buildings new-yorkais et de la Statue de la Liberté pour franchir l'Atlantique. Il débarqua en France, fit une halte à Paris, ville restée chère à son cœur, puis atteint Bratislava, où il rencontra les joueurs de l'équipe de foot de Ferencváros, d'un quartier de Budapest, venu disputer un match en Tchécoslovaquie, et il rentra avec eux, après 8 ans d'exil, à bord d'un bus décoré de fanions aux rayures vert et blanc. György retrouva sa ville avec émotion. Sans avoir été rasée, la capitale hongroise portait de lourds stigmates de la guerre. Immeubles éventrés, façades criblées de balles, chaussées trouées, ponts détruits. Le vieux pont de chêne, le doyen, avait perdu son tablier et ses 2 piliers de pierre émergeaient tels 2 oiseaux sans ailes au milieu du Danube. Lors de ces retrouvailles, joie et tristesse se mélangeaient. À part un rapide échange de télégrammes les semaines précédentes, György n'avait plus de nouvelles de sa famille depuis 1944. La dernière lettre transmise par la Croix-Rouge avait été écrite par sa mère peu de temps avant l'invasion allemande qui scella le sort de la plupart des Juifs hongrois. La missive datée du 19 février 1944, écrite sur un papier granuleux et prématurément jauni, s'avérait des plus laconiques. Elle suintait la claustration et la peur. Sa conclusion était restée gravée en lui. Puisse ta bonne étoile continuer à t'accompagner et qu'elle n'hésite pas, surtout, à venir éclairer notre nuit. György descendit du bus des footballeurs sur le boulevard Thérèse et s'engouffra dans l'étroite rue d'Aube, en plein cœur d'Erzsébetváros, le quartier juif aux cours bordés des shops et d'ateliers. Chaque rue, chaque carrefour lui évoquait un souvenir. György s'émerveillait d'entendre de nouveau parler hongrois, sa langue profonde. Il s'approcha non sans appréhension de la rue Damianir où vivaient ses parents et où il avait vécu enfant. Comme au moins 70 000 juifs de Budapest, ses parents avaient survécu à la guerre et à une rapide déportation dans le ghetto qui n'avait été institué que durant 6 semaines. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtaient là.
Si sa mère était bien vivante, son père, affaibli et malade, était mort de septicémie en février dernier dans la ville libérée. Parmi ses parents plus éloignés, c'était une hécatombe. Presque tous ses oncles, tantes, cousins, cousines avaient été tués à Auschwitz. Enfin, restait sa sœur, Esther, qui avait disparu. George voulait en savoir plus à son sujet. Perdu dans ses pensées, il faillit se faire renverser par une voiture en traversant la chaussée. Dans l'appartement familial déserté, il retrouva sa mère, amaigrie et triste. Après une longue étreinte dépourvue de mots, ils dînèrent en tête-à-tête. La vieille femme était toute à la joie de la présence de son fils qui, en son fort intérieur, relevait du miracle. Elle n'avait jamais espéré qu'il rentre des États-Unis. Elle se fit néanmoins un devoir d'évoquer ces chers disparus dont les noms ne manquaient jamais de lui faire monter les larmes aux yeux. George, rapidement saturé par l'émotion maternelle, comprit que s'il voulait vivre à Budapest, il devait regarder vers le futur et ne pas trop se tourner vers le passé. Pourtant, une chose les retenait encore, sa sœur, Esther, son aînée de 2 ans. Un esprit libre et vivace, une jeune femme intelligente et curieuse. Elle avait fait découvrir à George de nombreux romans et l'avait encouragé lorsqu'il avait commencé à écrire. Durant sa jeunesse, c'est avec elle que George échangeait bien plus qu'avec ses parents, et que dire de son père mutique et distant. L'été, ils allaient ensemble à la plage Palatinouche, sur l'île Marguerite, le poumon vert de la capitale, pour s'ébrouer dans les divers bassins, avec une préférence pour celui avec des vagues, et traîner entre ados sur l'herbe de leur royaume insulaire. Tout cela semblait si loin, en ce soir de retour, dans l'appartement familial. Quand est-ce qu'Esther a quitté l'appartement ? Elle a aménagé à Bouda, en mars 42, dans un 2 pièces à l'angle des rues Medvey et Vitesse. Je lui ai conseillé de rester avec nous, mais tu sais comment elle est, vive, entière. Elle n'en fait qu'à sa tête. Ton père et moi l'avons laissée partir. Elle était majeure, après tout. Mais surtout, je ne savais plus quel conseil lui donner. Nous, les Juifs, étions plongés dans un tel désespoir, assignés à résidence sans pouvoir quitter la ville. Notre refuge s'était transformé en piège. Fin 44, nous avons été déplacés vers le ghetto, mais Esther a refusé. Ça ne m'étonne pas, elle serait devenue folle là-dedans. Sans doute. Cependant, elle aurait peut-être survécu, comme ton père et moi. Mais papa ne s'est pas remis de la sous-alimentation. Dis-moi plutôt ce que tu sais de sa fin, exactement. Selon les témoignages, elle a été raflée début décembre par les croix fléchées. Ces barbares fusillaient tous les juifs qu'ils trouvaient hors du ghetto. C'est ce qui lui serait arrivé. Où a-t-elle été arrêtée ? Chez elle, rue Medvey. Elle aurait été dénoncée grâce à elle. Et tu es allé là-bas ? Quelques semaines après le décès de ton père, répondit-elle. Je suis passé récupérer ce que j'ai pu. La concierge m'a ouvert. L'appartement avait été pillé par ces assassins. Il ne restait plus grand-chose. J'aimerais y aller. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Sais-tu si l'appartement est occupé ? Aucune idée. Tu sais qu'il appartenait à tante Josepha. Elle eut une sorte de hoquet et articula d'une voix pâteuse. Pauvre Josepha, alors qu'une larme unique coupait sa joue gauche. Le lendemain matin, George se rendit à l'appartement de sa sœur. Le réseau de transport en commun, endommagé par la guerre, fonctionnant mal, il fit le trajet à pied. Ce fut l'occasion de prendre le pouls de la ville. Il arpenta pêche d'un pas alerte et franchit le fleuve par le pont Kossuth, construction provisoire, édifié à côté du Parlement qui, en ce printemps 46, était le seul ouvrage d'art reliant les 2 rives de la capitale. Une fois à Bouda, il dépassa la place Bottiani et prit à droite vers la rue Medvey. Ce quartier proche de la colline du château, dernier bastion de la résistance des fascistes hongrois, avait été furieusement bombardé par les soviétiques. C'était une chance que l'immeuble d'Esther fût encore debout et habitable. Souhaitant en apprendre le maximum, il alla voir la concierge. « Vous êtes le frère d'Esther, dit-elle, d'une voix émue. Entrez, venez dans le salon et ne faites pas attention au désordre. » Quel désordre, songea George. La pièce était on ne peut plus rangée. Sans doute y avait-il trop de napperons, mais rien qui eût à voir avec le désordre. Après lui avoir offert un café et un verre de palinka que George ne se sentit pas le courage de refuser, Madame Szabó commença son récit. Le 6 décembre 44, les croix fléchées sont arrivées en groupe. Ils se déplaçaient toujours comme ça, à une dizaine au moins, pour être en surnombre face à des familles terrorisées. Ils ont débarqué au petit matin dans un boucan d'enfer. Je les ai entendus monter. Je me suis précipité pour écouter derrière ma porte que je ne voulais surtout pas ouvrir. Ils étaient effrayants. J'ai entendu des cris.
J'ai fini par reconnaître la voix de mademoiselle Leimdorfer. Moi, j'avais deviné qu'elle était juive et qu'elle se cachait. Je l'ai protégée comme j'ai pu, savez-vous. Je ne vous mets pas en cause, le rassura George. En tout cas, face à une troupe de croix fléchées, je n'ai rien pu faire. Ils l'ont battue comme plâtre. Derrière ma porte, je l'ai entendue crier, c'était insupportable. Elle a résisté, en vain, elle hurlait dans l'escalier. Ils l'ont traînée dans la rue, puis ses cris, comme les vociférations de ses agresseurs, ont disparu, et un silence douloureux est retombé sur les meubles. Comment vous dire? Elle vida cul-sec son verre de palinka. Ne dites rien. Fermant les yeux, George imagina ce vent de haine qui avait soufflé sur la cité alors que l'armée rouge approchait. Il ressentit les relents d'air viciés qui avaient déferlé sur la ville bombardée où rougeoyaient en permanence l'effrayante lueur des incendies. Que savez-vous de ce qui s'est passé ensuite? Ils l'ont fusillé. Vous avez assisté à la scène? Non, mais c'est de notoriété publique. Il y a eu de grandes fusillades ce jour-là près du pont Elisabeth sur les quais de Toban. Et je n'ai jamais revu Esther. La police n'a pas retrouvé sa trace non plus. De toute façon, si elle était vivante, elle serait revenue. George imagina Esther rouée de coups. Regardant, il en était certain, avec fierté, ses agresseurs, et poussé sur les rives du Danube avant d'être abattu sur ces berges aérées où il fait si bon rêver de la mer en regardant les mouettes. Quelques heures après le passage de ces monstres, poursuivit-elle, je suis monté dans l'appartement. Les meubles avaient été brisés, il y avait plein de livres par terre. Je ne savais pas que votre sœur lisait autant, je l'ai compris en découvrant sa bibliothèque éparpillée. En tout cas, j'ai refermé la porte à clé et votre mère est passée aussi. C'est ce qu'elle m'a dit, oui. Savez-vous ce que votre tante compte faire de son appartement? Elle ne compte plus, susurra-t-il sans regarder son interlocutrice. Une recherche de descendance doit être en cours. Je comprends, mais les logements inoccupés dont les propriétaires ont disparu durant la guerre sont réquisitionnés pour les réfugiés. S'ils restent vides, et c'est ce qui risque de se passer. George demanda la clé et, le cœur battant, entra dans l'appartement inhabité depuis 1 an et demi. Des débris de meubles recouverts de poussière jonchaient le sol, mais tout n'avait pas été détruit. La cuisine était restée intacte, ainsi que la chambre où se trouvait un lit et une armoire à une porte à grand miroir encastré. À l'intérieur, sur l'étagère du haut, il découvrit quelques vêtements féminins oubliés qu'il huma frémissant pour y retrouver des lambeaux d'odeur. L'odeur du passé. À cet instant, il entendit marcher dans le couloir et sortit de la chambre, mais il ne vit personne. Il ferma les yeux, mettant ses bruits sur le compte de l'émotion. Rapidement, George prit sa décision. En attendant que le statut des lieux soit tranché, il allait s'installer dans cet appartement. Il aménagea dès le lendemain. Après des efforts intenses, il rendit les lieux habitables. Une des premières nuits dans son nouveau logement, George se réveilla en sursaut, se demandant où il se trouvait. Il ne reconnaissait pas les lieux. Il avait tant bourlingué ces dernières années. La France, l'Angleterre, l'Espagne, le Maroc, les États-Unis et même le Pacifique, où il avait combattu de 43 à 45 sous l'uniforme américain. Il avait connu tant de lieux, tant de haltes et de lits, durant ce presque tour du monde, qu'il avait finalement ramené à son point de départ. Reprenant ses esprits, il identifia la chambre de sa sœur, baignée dans une douce lumière, venue de la rue. Il allait refermer les yeux lorsqu'il sentit une présence. Il tourna la tête en scrutant la pièce, et c'est là qu'il la vit debout près de la porte, immobile. Elle était là, Esther, sa sœur. Il sursauta, se redressa stupéfait, hésitant entre le bonheur et la peur, contemplant sa sœur surgie du néant. Elle était habillée comme si elle se promenait en ville, à la mode des années 30, à l'époque où il l'avait quittée, avant la vague d'horreur sans nom. Elle flottait, comme s'il y avait eu un courant d'air dans la pièce pourtant close, ou comme une image déformée sur l'écran d'un poste de télévision. Son image ne se reflétait pas sur l'armoire, sur le miroir de l'armoire. « Bonjour, George, je t'attendais, dit-elle d'une voix calme.
Je ne t'attendais plus, parvint à répondre George, serrant sa couette entre ses poings crispés. Je savais que tu viendrais, poursuivit Esther. Je t'ai appelé, tu as entendu mon appel. C'est parce que tu m'as entendu que tu es rentré d'Amérique. George se souvint des multiples mises en garde de ses amis qui avaient tenté de le convaincre de rester aux États-Unis, de ne pas retourner en Europe, et notamment en Hongrie, qui entrait irrémédiablement dans la sphère d'influence soviétique. Mais George n'avait pas voulu en démordre. Pour lui, alors que le régime fasciste avait été vaincu, il n'était plus question d'attendre, il ne pouvait différer son retour. Qu'importe les communistes, avait-il claironné, je rentre chez moi. Serais-je rentré à cause de son appel, se demanda-t-il, et sans m'en rendre compte. J'ai quelque chose à te dire, poursuivit Esther. Quand j'habitais ici, j'ai commencé à écrire, j'ai tenu un journal. J'ai écrit des poèmes comme tu le faisais. Tous ces textes sont cachés dans le salon à gauche du poêle. Si tu appuies sur l'une des moulures murales, tu verras qu'elle pivote et derrière, tu trouveras mes écrits. Lis-les, s'il te plaît.
Il arrive et fait une blague isolée. Moi j'ai vu toi, déjà on est à minorité, on a raison de se taire. Je sors, vous trop ça fait chose. Tous les cafés comme ça, les cafés. Ce qui est bien dans les cafés, tu reconnais les gens, ça se salue. C'est important d'avoir un café. Ricordiamo a chi in partenza con il biglietto digitale regionale che il check-in va effettuato entro l'orario di partenza previsto per questo treno. Grazie. C'est vrai que quand il y a un café qui Siamo in arrivo a Bologna Centrale. Termine corsa del treno. Vi raccomandiamo prudenza nella discesa dal treno. We are now arriving in Bologna Centrale. final destination of this journey. We advise you to be careful while getting off the train. I viaggiatori troveranno il treno Frecciarossa 9610 per Milano Centrale delle 9 e 26 al binario 17. Frecciarossa 9519 per Salerno delle ore 9 e 27 al binario 19. Regionale veloce 3906 per Piacenza delle ore 9 e 33 al binario 3. Passengers can find the train Frecciarossa 9610 to Milano Centrale with scheduled departure at 9:26 at platform 17. Frecciarossa 9519 to Salerno with scheduled departure at 9:27 at platform 19. Regionale veloce 3906 to Piacenza with scheduled departure at 9:33 at platform 3. Ci mettiamo il collo, la berretta.
Alors, moi, il y avait la maison de mes parents, qui est toujours à La Falda, en Argentine. Et là, la maison, elle était fermée, et complètement habitée personne. Alors que pour le moment, il y a ma mère qui habite. Et c'était ça, et j'ai entendu des bruits à l'intérieur, et j'étais à l'extérieur, et j'étais très angoissé, que j'ai pensé qu'il y avait des voleurs. Et j'essayais de me précipiter pour à la fois j'avais très peur, mais à la fois je me sentais quelque part envahi, parce que c'était la maison de mes parents, mais c'est la maison de ma naissance, donc c'était quelque part, c'était moi. Et je me précipitais pour forcer une porte à ouvrir. Et dès que j'ouvre la porte, il y a une dame que je n'arrive pas à reconnaître, je n'arrive pas à voir qui c'est. C'est une dame âgée et qui me tend la main avec une sorte de clé. Mais donc là, ça dissipe un peu ma peur et ma haine pour essayer de me sentir envahi. Et donc il me donne cette clé. Mais là, je me réveille et puis voilà, je ne sais pas quoi penser. Mais c'est vrai que j'étais très angoissé, et quand je dors, je le manifeste extérieurement avec des bruits comme ça. Mais ça, c'est pendant que je dors. Et je le sais parce que c'est ma femme qui me l'a dit. Et à la fois, ce type de rêve, je peux devenir violent et donner des coups de pied. Ça veut dire que les gens qui sont tout près de moi, il faut qu'ils soient un peu loin. Mais si je ne le fais pas exprès. Mais dans ce rêve, oui, j'ai crié un peu, et je crois que j'ai donné 2-3 coups de pied. Et ma femme qui était à côté, donc ils sentent déjà, donc ils se mettent un petit peu plus loin pour ne pas recevoir aucun coup de pied. Mais ça m'arrive souvent, mais qu'après je ne me souviens plus. Mais là, dans ce cas-là, dans ce rêve, je me rappelais. Voilà. En fait, dans le rêve, je me réveille et je suis dans mon lit et j'entends des chuchotements et des gens qui s'amusent dans la pièce d'à côté, dans le salon. Et dans ma chambre, il n'y a pas vraiment de porte. Il y a une porte-fenêtre. Et du coup, en fait, je peux voir les gens.
de ma chambre. Mais du coup, je me réveille et j'ai l'impression d'avoir rêvé. Et du coup, j'ai besoin de dire aux gens que j'ai rêvé. Et donc, je vais dans les salons et je te dis, bah voilà, j'ai fait un rêve et c'était trop bizarre. J'avais l'impression de dormir, mais en même temps, j'étais réveillée. Et les gens me regardent comme... en fait, c'est des amis, donc ils me disent « Mais oui, mais t'es réveillée, quoi, t'inquiète, t'es réveillée. » Et on commence à parler, et tout d'un coup, je vois que, en fait, on n'est pas en 2024. Et du coup, je sais que je suis dans les années 50 et que mes amis, ils ont des cheveux des années 50. Et alors, je peux pas faire autre chose que juste rentrer aussi un peu dans cette réalité. Et donc, moi aussi, je suis dans les années 50 et j'ai des cheveux bizarres et je suis plus jeune que ce que je suis. Donc, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans. Et je sais pas bien pourquoi, mais je suis à la piscine, dans la piscine de mon ami à moi, et il fait noir. La piscine est toute noire et moi j'ai un maillot de bain rose très très fluo, et tout d'un coup je regarde en haut et je sens quelque chose tomber sur moi, et en fait il y a du caca d'oiseau qui tombe sur moi, sur mon maillot de bain, et je suis trempée de ça, et en fait je peux pas faire autre chose que juste faire semblant que rien s'est passé. Mais il y a tous mes amis dans la piscine, et donc je sors et je demande à ma maman de venir me chercher. Et du coup, tout d'un coup, je me rappelle que j'ai pas 14 ans, mais j'ai 20 ans et que j'ai pas besoin de ma maman pour m'en aller. Mais du coup, c'est trop tard. Et donc, j'attends dans le lit de mon amie que ma mère arrive, et elle arrive pas. Et après, je vois que mes cheveux sont devenus blonds, et les cheveux de mon amie aussi, et on est sous les couettes, et on s'est dit « Ah, c'est dommage que tu dois partir, c'est dommage. J'aurais bien aimé rester avec toi, faire un pyjama party, mais tu dois partir. Tu dois partir. » Et moi, en tout ça, je cherche de cacher le fait que je suis plein de merde d'oiseaux sur moi. Et ma maman n'arrive pas. J'ai aussi fait un rêve un peu étrange avant-hier, donc je me rappelle pas très bien. Mais j'étais à une soirée qui se déroulait chez moi. J'avais de la chance, j'avais une sorte de domaine avec plein de différents appartements, une piscine, plein de gens étaient là. Tout le monde était très content. Et les gens étaient beaux, les femmes étaient belles, les hommes étaient beaux. Et j'étais très content d'organiser cette fête. Je ne savais pas trop pourquoi je l'organisais. Et petit à petit, les gens ont fait comme si ils m'ignoraient, comme si j'étais pas invité à ma propre fête. Donc je me suis posé un peu des questions, j'ai essayé de comprendre. Donc je posais des questions aux gens qui se retournaient quand j'arrivais. Alors pour me donner un peu de consistance, j'ai commencé à boire et à manger. Et j'ai été très gêné par un morceau de poulet
qui est resté coincé dans ma gorge. Et je tirais le fil de ce morceau de poulet qui m'empêchait de parler. Et je n'arrivais pas au bout. Et j'ai continué comme ça pendant longtemps. Et du coup, je suis allé me cacher pour finir mon bout de poulet qui ne se terminait jamais puisqu'il était coincé dans ma gorge. Voilà. Pour continuer dans le même esprit, j'ai retrouvé la parole. Et je vais vous dire un texte sur Saint-Nazaire l'hiver. Saint-Nazaire la nuit, il n'y a que l'ennui. Cette ville déserte fait le deuil de ses pertes. Où sont passés ces gens, riches ou indigents, avalés par les flots, statufiés comme hulots. Habitants et fantômes, soumis au dieu Radôme, aux souvenirs de guerre, la ville était naguère, au départ de Brière, la rivière derrière, direction l'Amérique, ville transatlantique. Mais ils sont tous partis, chacun se départit du vent de la folie. Il est 8 heures au lit. Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, les nazis t'ont beaucoup aimé. Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, n'hésite pas à m'adopter. Recalé du King Pool, dans les rues noires on coule. Sur le front de mer on court, et Fort Villers-Martin, on devient sous-marin. On passe les portiques pour claquer notre fric, ruban bleu paquebot. Chemin côtier si beau, pêcheries éporcées, pointe d'Ève forcée, dolmen immaculé, Bazac argilamène, Saint-Nazaire enculé. En Sami, on se ramène comme en dos Couchoulou, on se réveille les loulous car les dés sont jetés, toute aide à Hulot qui a perdu sa pipe, le petit caporal là avalique son flip, au culot à l'oral on s'étale square d'Elzieux. Cinéma ou télé, l'hivernase est à nu, Saint-Nazaire est à nous, renversant amianté, aimanté sans cunex, au bûcher nos Kleenex. Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, les nazis t'ont beaucoup aimé. Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, n'hésite pas à m'adopter. Sous-préfecture en flammes, remorqueur dans les lames, le méant qui nous guette, très balboulette pain ouette, mouette à angle droit, le parquet à l'endroit, paysager et propre, envisager l'opprobre de nos propres enfants, quand sera recouvert l'univers de ces gens, tout ça âme au couvert. Saint-Nazaire m'emballe avec ou sans escale, alvéole et soucoupe, géométrique et folle, sous la coupe au long cours des briques du vieux molle, trop expérimentale cette cité mentale, m'emballe et puis me vend, au bon vouloir du vent.
Cette semaine, la thématique principale, c'est le rêve. Des conséquences, on s'est un peu intéressé à qu'est-ce que c'est le rêve selon plusieurs psychologues et philosophes. Voici une petite liste de quelques auteurs qui parlent du rêve. Numéro 1. Sigmund Freud. Pour Freud, les rêves étaient des expressions symboliques de désirs inconscients refoulés. Il a développé la théorie du rêve comme la voie royale vers l'inconscient, suggérant que les rêves permettaient de satisfaire des désirs interdits ou refoulés. Numéro 2. Carl Gustav Jung. Jung a proposé une perspective différente, considérant les rêves comme des expressions de l'inconscient collectif, une couche de l'inconscient partagée par tous les êtres humains. Il croyait que le symbole et les motifs récurrents dans les rêves pouvaient fournir un aperçu des préoccupations universelles de l'humanité. Numéro 3. Alfred Adler, un autre contemporain de Freud, voyait les rêves comme des moyens de résoudre les conflits internes et de rechercher un équilibre psychologique. Il pensait que les rêves pouvaient aider à révéler les sentiments d'infériorité et les complexes psychologiques. Numéro 4. Aristote. Aristote a vu les rêves comme un processus de purification des émotions. Pour lui, les rêves servaient à éliminer les résidus d'émotions accumulés pendant la journée. Au numéro 5, on retrouve René Descartes. Descartes a considéré les rêves comme des illusions produites par l'esprit, résultant des processus mentaux pendant le sommeil. Numéro 6, Hermann von Helmholtz. Ce psychologiste allemand du XIXe siècle a suggéré que le rêve était simplement le résultat de l'activité neuronale aléatoire du cerveau pendant le sommeil. Numéro 7. William Shakespeare. Shakespeare a souvent utilisé les rêves dans ses œuvres comme un moyen d'explorer les motivations et les tourments intérieurs de ses personnages. Numéro 8. Michel Foucault, ce philosophe français, a suggéré que les rêves peuvent être considérés comme des lieux de résistance et de subversion sociale, où les individus peuvent expérimenter des réalités alternatives. Numéro 9. Gilles Deleuze. Deleuze a élaboré une théorie des rêves intensifs, considérant les rêves comme des expressions de force et de désirs profonds qui dépassent les intimités de la conscience individuelle. Ces perspectives varient considérablement, allant de l'interprétation des rêves comme une expression des désirs refoulés à celle du symbole universel de l'inconscient collectif. Chaque théorie offre une vision différente de la signification des rêves, et il n'existe pas de consensus clair parmi les psychologues et les philosophes sur leur interprétation précise. Cette nuit, j'ai réussi à être lucide. J'étais en ville, et là, sans faire de test de réalité, je me rends compte que je rêve. Je regarde mes mains pour voir justement cet effet qu'il y a sur les mains quand on rêve. Elles étaient toutes floues. J'arrivais même pas à compter mes doigts. Je suis conscient de ce que je peux faire. Alors, pour essayer, je m'envole, comme Superman, les bras en avant. C'est compliqué, mais j'y parviens. Une fois dans les airs, j'ai l'idée de faire apparaître une soucoupe volante. Là, c'était dur. Tout devient flou, les bâtiments aussi, mais j'y parviens. Le reste, je sais plus. J'ai dû perdre ma lucidité. Puis dans mon rêve,
il y a une scène où je suis couché sur le côté d'un lit, dans une pièce sombre aux murs de bois. Et je me dis, je suis sur un truc, je crois que c'est ouais, en fait je suis sur un matelas et j'ai l'impression de manger quelque chose. Je me nourris de quelque chose qui se trouve sur mon propre corps. Je sais plus ce que c'est. Un homme dans l'autre pièce, on dirait la cuisine, semble me regarder du coin de son œil bleu. Je lui explique que le côté gauche du cerveau est le côté conscient, celui qui a les pieds sur terre, celui qui sait, et le droit, le côté droit, lui, est rêveur et inconscient. D'autres scènes se passent dans une ville, similaire à Bordeaux, et il neigeait. Il y avait cette fille métisse avec des cheveux frisés et elle avait un appareil photo. Tout était réaliste, tout était détaillé, je voyais tout en très haute résolution. J'entends petit à petit un homme crier de plus en plus fort. Il disait « Je suis pauvre là, vraiment pauvre, putain !» Et il menace les gens de les planter avec des ciseaux. Il s'est calmé. Il y avait un autre homme assis à un bar qui n'arrêtait pas de pleurer. D'ailleurs, entre parenthèses, au moment où je m'envolais, j'avais peur de trop bouger mes bras, au cas où je les bougeais dans la réalité. Je voulais pas me réveiller. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'est posé aussi une question très importante, c'est-à-dire comment on vole dans les rêves. De quelle façon on vole. Par exemple, moi je sais que j'ai besoin de beaucoup d'efforts pour pouvoir rester dans l'air très longtemps. Et du coup, si je dois voler, en fait, je dois être sur un immeuble très très haut et me lancer en bas. et du coup, après, c'est une question de physique où si je me mets dans la bonne diagonale et j'étale mes bras, je suis capable de voler, mais pour pas très longtemps. C'est plutôt dans la descente. Tu peux planer ? Oui, je peux planer, mais que ça dure très très longtemps, parce qu'en fait, c'est comme si en planant, je peux vraiment voler, mais en fait, ça dure pas. Je sais pas, toi, comment tu voles dans les rêves, en fait. Moi, dans les rêves, c'est plutôt... c'est aussi très dur. C'est en fait... Il y a
un effort à avoir. C'est comme si tu vois, si ça demandait de l'énergie, parce que même si on rêve, on sait quand même je pense qu'on sait qu'on a un poids et que la gravité existe. Mais ouais, moi quand je vole, c'est assez dur. Mais dur c'est dans lent. quel sens tu dois... Parce que par exemple, moi, faut forcément que je sois en haut de quelque chose pour pouvoir voler. Est-ce que toi aussi, tu as besoin de ça ou tu peux partir du sol? Non, moi je peux partir du sol. Ah, ok. Ah, la chance. En me concentrant beaucoup, Oui. je peux m'envoler. Et c'était comme ça que ça s'est passé dans mon tout premier rêve lucide. Ok. Et c'est quoi un rêve lucide? Alors un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on prend conscience, soit pendant le rêve, soit dès l'entrée dans le rêve, qu'on est en train de rêver. Et quand on sait qu'on rêve, une infinité de choses s'ouvrent à nous. Tout est possible. Comme par exemple? Tu te dis que tout ce qui arrive de très étrange dans tes rêves, tu peux le contrôler. Dans tes rêves, tu peux aussi, un peu comme l'hypnose, tu peux te balader dans tes souvenirs, tes propres souvenirs, même ceux qui sont oubliés. Donc si par exemple tu as eu un trauma très important, tu peux le retrouver dans un rêve lucide? Ouais, tu peux le revivre et tu peux même essayer de t'améliorer, je sais pas, mais tu peux essayer de t'auto-guérir en fait de ton traumatisme. Et ça c'est plutôt de l'hypnose, je trouve. Oui, mais là on est dans de l'auto-hypnose un peu, sauf que c'est par le biais du rêve, on peut faire ça aussi. Et toi, t'as eu des rêves lucides? Ouais, oui, j'en ai fait en ce moment. J'essaie d'en faire. On peut pas en faire tous les jours, à tous les coups. Faire un rêve lucide, c'est un peu... Il faut en avoir vraiment envie et beaucoup y penser pour réussir à en faire. Donc il faut un peu, se convaincre soi-même avant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut se dire chaque fois avant de s'endormir pour pouvoir avoir un rêve lucide? Ouais, ça c'est une technique qui s'appelle MILD. Ça veut dire en anglais mnémonique induction, je crois, lucid dreaming. Donc c'est quand tu veux entrer dans un rêve lucide en te disant de le faire, un peu comme un rappel avant de dormir, tu sais. Tu sais, dans la journée, tu peux te dire « Ah là, à 17h, je dois rentrer les poubelles. » Et si tu le rappelles, tu sais que c'est très important et qu'il faut surtout pas que tu oublies de rentrer les poubelles. Non, par exemple, si tu as un rendez-vous, tu dois pas le rater. Et c'est le même principe avec un rêve lucide. Tu peux, avant de dormir, essayer de t'implanter dans l'esprit un rappel très important. Tu te dis « Je dois... vraiment faire un rêve lucide cette nuit. Je dois me rendre compte que je rêve. » Mais il y a d'autres façons aussi de faire un rêve lucide, j'imagine. Ouais, il y en a d'autres. C'est une façon, par exemple, qui s'appelle WILD. Et donc là, c'est Wake Induced Lucid Dreaming. Donc là, ça va être le but. En fait, c'est passer de l'état éveillé à endormi directement lucide. Donc dès que tu commences ton rêve, tu es tout de suite lucide. Et en fait, pour faire cette technique, il faut, je pense, être très fort en méditation. Il faut assez connaître le principe de méditation, parce que tu vas devoir endormir ton corps, mais pas ton esprit. Ok. Mais du coup, ici, pour moi, c'est présent la grande question d'aujourd'hui, c'est comment on sait qu'on n'est pas en train de rêver? Pour savoir qu'on n'est pas en train de rêver, il y a plusieurs choses à faire. Ça s'appelle les tests de réalité. Tu peux, par exemple, boucher ton nez
peux l'essayer tout de suite. Et tu vas essayer de respirer par le nez. Je veux pas. Bah oui, parce qu'il est bouché. Mais dans un rêve, si on pense se boucher le nez avec sa main, on le fait pas réellement. Donc on peut toujours respirer, même avec les doigts qui pincent le nez. Aussi, il y a une autre technique. Ça va être de regarder tes doigts. Par exemple, tes doigts d'une seule main. Si tu as 5 doigts sur chaque main, normalement, c'est que tu es dans la réalité et que tu n'en rêves pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en ai 7. Tu as 7 doigts ? Oui. Mais ça veut dire que tu serais en train de rêver ?